Casserole passe à table, épisode 2. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Casserole passe à table, l'émission où l'on se pose des questions existentielles sur la nourriture, la gastronomie, la bouffe, quoi. Aujourd'hui, nous allons nous demander si la street food française existe vraiment, si en dehors du jambon beurre, nous avons en France cette tradition de manger dans la rue, comme dans d'autres pays où la variété de street food est faramineuse, si les food trucks sont voués à exister longtemps, ou encore si un hot dog revisité à 15 € reste de la street food. Pour répondre à ces épineuses questions, je suis avec Virginie Godard, créatrice du Food Market et de l'agence événementielle autour de la bouffe LFM. Salut Virginie. Bonjour. Et avec notre chère chroniqueuse Gilles Cousin, qui est venue tout droit de la ferme avec son sac de patates. Salut Gilles. Bonjour. Alors pour commencer, comme vous le savez, j'ai décrété qu'on commençait par boire dans cette émission, même si on enregistre à 11h du matin et que c'est pas évident. Du coup, j'ai ramené qu'est-ce qui, selon vous, se marie bien avec la street food généralement. Vous avez des préférences ? Non, vous n'avez pas envie de boire de la bière. On a envie de la fleurir. Tu veux la hibiscus, Gilles ? Hop. Oh là là, putain, je commence en... Ça sent la bière. Ça commence bien. Je commence en renversant partout. Ah, attendez, j'en fous partout. Merde. T'en as un ? C'est... Juste prendre le papier des toilettes, peut-être, t'entends ? Pas très mauvaise idée, j'aurais dû les ouvrir avant, quoi. Ça va puer la bière dans tout le studio. Elle est pas assez fraîche, je pense. Bah quand elle est pas assez fraîche, ça a tendance à mousser. Voilà, donc là on vient de se servir les bières, on a eu un petit gap temporel parce qu'il faut savoir qu'elles ont toutes explosé, donc le studio pue la bière, mais on va pouvoir, tout le monde a son verre ? C'est bon, mais... Voilà, on va pouvoir commencer l'émission sur la street food. Donc déjà, je me posais une première question très basique sur le terme même de street food, qu'on peut traduire en français par nourriture de rue. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce terme-là, si vous deviez me donner une définition, Virginie ? Nourriture de rue, enfin la street food, ce qu'on appelle la cuisine de rue, c'est vraiment le fait de manger dans la rue. Donc c'est les échoppes, c'est pas tant ce qu'on va y manger, c'est plutôt où on va le manger, donc dans la rue et sur des cahutes, des stands, des food trucks comme on connaît maintenant. Mais c'est plus la structure qui va nous permettre de se restaurer dans la rue. Est-ce qu'il y a cette notion de pouvoir se nourrir pour pas très cher aussi dans le terme de street food ? Complètement. L'idée de la street food et de la cuisine de rue, c'était à l'époque pour les ouvriers. Donc c'était une cuisine qui était très accessible et qu'on pouvait prendre, emmener, emporter et manger facilement. Et donc le payer aussi facilement, qu'on le mange. D'accord, donc on va voir peut-être un peu plus tard que c'est plus le cas partout dans tous les styles de street food. Et Virginie, est-ce que tu peux raconter pour les auditeurs ce qu'est exactement le food market ? Est-ce que c'est un endroit qui n'existait pas à Paris et du coup que tu as voulu monter parce que toi t'aimes manger dans la rue ? Est-ce que tu peux expliquer un peu la genèse de ton projet ? Ouais. Alors la genèse, moi j'ai rien inventé. La street food et la cuisine de rue, ça existe partout dans le monde et beaucoup plus à l'extérieur qu'en France. Moi, l'idée m'est venue lors d'une visite à Berlin, où en fait j'ai été, attention à l'accent, au Markt Halle 9 de Berlin, qui a lieu le jeudi soir, que je vous conseille fortement si vous êtes sur Berlin, et qui est un rassemblement de cuisine de rue du monde entier, de ce métissage culturel aussi qui est Berlin, avec une communauté turque qui est hyper importante, et dans lequel je suis allée manger, découvrir des plats allemands, mais aussi étrangers, comme je le disais, à peu cher, et avec une espèce d'ambiance incroyable où tout le monde se parlait, où c'était hyper convivial, où il y avait de la bière, où on avait un petit peu voilà. Et ça m'a super plu. C'était pour moi une révélation. Et j'ai eu envie d'en monter un à Paris parce qu'à l'époque, en 2015, donc le premier food market date de juillet 2015, et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de rassemblement régulier. Le premier, c'était Super Market à l'époque. D'accord. D'ailleurs, on les salue parce que c'était les premiers à avoir fait un rassemblement autour de la cuisine de rue. Mais pour moi, c'était important de remettre le contexte de la cuisine de rue dans la rue. Donc de ne pas s'adresser uniquement toujours aux mêmes personnes, aux gens qui vont dans les lieux cool, et donc de le remettre vraiment dans la rue. Donc il y a eu tout un combat pour l'apporter dans les rues de Paris et de manière régulière comme un marché. Et d'où l'emplacement aussi, d'avoir décidé ta Belleville dans Exactement. un quartier plus populaire que, je sais pas, dans le premier arrondissement. Ouais, d'être dans les quartiers dans lesquels d'habitude il n'y a pas d'offres. En fait, il y a souvent des offres dans les mêmes lieux, dans les mêmes arrondissements, un peu pour les mêmes gens. Et moi, je viens du 20e.
je suis née en banlieue parisienne et donc du coup, j'aime bien ce brassage culturel, j'aime bien que ce soit métissé et le 20e, c'est exactement ça. Donc, dans la rue et dans le 20e. Ouais, parce que sur ton site internet du Street Food Market, tu dis la définition, c'est pour redéfinir le vrai sens de la street food et offrir en France un événement culinaire qualitatif, populaire et fédérateur, comme dans les autres villes du monde, valoriser des produits de qualité. Mais ce qui me paraît important, c'est ce mot fédérateur et populaire. Parce que justement, c'est ce que devrait être peut-être la street food, c'est-à-dire que ça peut inclure tout le monde. On a parfois l'impression que c'est réservé à tel type de personnes en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Enfin, c'est populaire et fédérateur, c'est des mots que je répète continuellement. Donc c'est un peu la blague au boulot. Quand on m'entend dire populaire et fédérateur, on dit une espèce de jingle, donc j'arrête de le dire. Mais c'est populaire et fédérateur, c'est les mots les plus importants. C'est de pouvoir manger tous ensemble, de partager et de s'ouvrir à tous. Et toi, dans ton food market, donc il y a des restaurants qui viennent d'un peu partout. Est-ce qu'il y a des plats de street food typiquement français ? Alors on peut en retrouver, ouais. On a des plats régionaux. Alors après, je reviendrai sur l'édition spéciale région qu'on fait, mais on peut retrouver aussi les frites, les fricadelles, enfin des espèces de petits plats comme ça du Nord qui sont complètement en street food depuis des années. Il y a des cahutes dans la rue. On va retrouver aussi une pie saladière, par exemple, toutes ces petites tourtes typiquement régionales et françaises. Après, évidemment, le jambon beurre. Je pense que le sandwich et le jambon beurre, ça reste quand même le casse-croûte de l'époque, en fait. Ouais, parce qu'en préparant l'émission, moi, j'ai essayé de me rappeler des souvenirs de street food que j'aurais pu avoir gosse. Et le seul truc qui me venait à l'esprit, c'était au marché, un espèce de mec qui vendait des beignets ultra sucrés, très industriels, que j'avais rarement le droit d'en manger. Mais j'ai pas, justement, de souvenirs... dans mes souvenirs d'enfance ou même quand j'allais en vacances, etc., en France, d'avoir mangé beaucoup de street food, en fait. Il y a les frites dans les foires, mais... Ouais. Toi, Gilles, t'as des souvenirs de street food plus des crêpes, des gaufres, tout ce qui est dans les fêtes foraines, où il y avait tout le temps un grilleur qui avait quelques saucisses et des frites. Après, je trouve qu'en région parisienne, pour le coup... alors qu'en province, il y a pas mal de grilleurs qui proposent justement sandwich saucisses, galettes saucisses. À Paris, c'est rare sur un marché parisien d'avoir un mec qui fait cuire des frites ou des saucisses. Est-ce qu'on se fait un peu mal regarder en fait en France quand on mange dans la rue ou quand on mange son sandwich dans le métro? C'est moins notre culture. Ouais. Ça, c'est évident. Je pense qu'aujourd'hui, on y vient parce qu'il y a une évolution... des fonctionnements, une évolution sociale, un métissage aussi. Mais moi, mon seul souvenir de street food quand j'étais petite, et ça va un peu à l'encontre du fait que j'ai que des stands sur le food market, c'était le camion pizza posté sur le parking du Carrefour et qui faisait des pizzas et tu passais la prendre avec tes parents pour manger et de simplifier un repas. Mais sorti de ça, on n'avait pas vraiment d'autres options. Et surtout pas très qualitatives. Et pas très qualitatives. Et vous qui avez, j'imagine, toutes les deux, toi Virginie, je sais que tu t'adores voyager essentiellement dans des visées gastronomiques. Est-ce que vous qui avez pas mal voyagé, vous avez vraiment vu des différences très flagrantes entre la France et d'autres pays? Enfin, moi, j'étais au Mexique l'année dernière, par exemple, et Mexico, j'étais hallucinée de voir les gens qui mangent vraiment partout dans la rue, mais il y a aussi des odeurs de bouffe qui te prennent au nez partout. Et c'est, pour le coup, c'est vraiment culturel. Tu as des stands avec des gens qui vendent dans la rue. Et je crois d'ailleurs en Amérique centrale que c'est 29% de la population qui travaille dans la rue, ou c'est 29% du revenu qui se fait par les gens qui travaillent dans la rue. Ça me paraît énorme comme chiffre, il faudra vérifier. Mais... Ouais, je ne savais pas non plus. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, quand tu voyages, je ne parle pas de l'Asie où c'est un espèce de mode de vie, mais on peut aussi... Quand tu voyages en Afrique du Nord, au Maroc, tout ça, il y a toujours des stands de grillades où tu peux choper un truc. Et aussi les États-Unis, qui ont eu un développement beaucoup plus important que le nôtre, avec à Coney Island les premiers hot dogs, par exemple. Et ça, c'était début du siècle. Ouais, c'était il y a un siècle pratiquement déjà. Ouais. Quasi. Et toi, Gilles, tu as des exemples comme ça de voyages où tu as mangé dans la rue Pas mal, pareil en Asie et en Afrique du Nord. Et je pense que la différence avec la France, c'est que, je ne sais pas si c'est les normes d'hygiène ou quoi que ce soit, mais nous, c'est tout de suite extrêmement propre, encadré. Et je pense que c'est ce qui limite peut-être aussi le développement de street food quand tu vas à l'étranger. Je pense que c'est un tout petit peu plus relax sur l'hygiène et ce qui permet peut-être aussi qu'il
il y en a beaucoup plus. Tu vas tu veux dire que c'est beaucoup plus réglementé aussi en France que dans ce pays-là. Je pense que c'est ce qui me bloque, Virginie Couffoy ma tête, mais qui bloque le développement. Si tu pouvais ouvrir n'importe quelle gargote, que tu n'aies pas forcément besoin d'avoir l'eau courante, les lecs, je pense que ça faciliterait le développement, quoi. Ouais. Et pour autant, moi, au Mexique, j'ai été étonnée parce que comme on voit quand même ce que cuisinent les gens devant toi, j'ai jamais été malade et je trouvais ça très propre, enfin très lisible en fait, parce que comme tu vois exactement ce que font les gens qui sont vraiment dans des échoppes, mais ils peuvent pas se cacher, quoi. Ils peuvent pas se cacher, quoi. Je pense que c'est parfois moins sale que dans certaines cuisines françaises. Enfin, je sais pas. Mais je pense qu'il y a plusieurs lectures. Il y a déjà un manque de place évident, des règles qui sont de plus en plus compliquées en termes d'hygiène. Et aussi une culture qu'on n'a pas, on adore passer à table, quoi. Les Français, on adore passer du temps à table. Le patrimoine français de l'UNESCO avec le repas à la française, ça dure 5 heures et on est tous à table. On a quand même eu du mal à sortir de ça. C'était réservé qu'aux ouvriers, aux classes très pauvres de se manger un casse-croûte et à la va-vite. Donc il y a aussi ça où on a, je pense, dû rattraper un retard par rapport aux autres pays. Et toi, Virginie, du coup, tu as eu du mal à le monter, ce food market, c'est-à-dire que quand même pour avoir des emplacements de marché, etc., ça a été un peu le parcours du combattant pour y arriver. Une grosse galère. Non, il y a 1 an et demi de boulot en amont, alors pas pour avoir l'idée parce qu'elle existait, pour la mener, pour sélectionner, évidemment, ça prend du temps, mais le plus gros combat, c'était d'être dans la rue. J'aurais fait le choix d'être dans un lieu privé, j'aurais déjà pu avoir de l'alcool à proposer, parce que moi j'estime qu'un repas s'accompagne d'alcool, ou peut s'accompagner, on n'est pas forcé, attention, il est 11h du matin, mais en tout cas... Je reprends une petite gorgée de bière. Ouais. Mais que les accords sont hyper intéressants et importants, et ça on n'a pas le droit de le faire sur la voie publique, et la voie publique c'est des autorisations, donc je vous passe le fait qu'il y a eu les attentats en 2015, et donc du coup ça a été encore plus compliqué, et de s'implanter dans la rue pour les règles d'hygiène, pour des règles de sécurité, pour 1000 raisons, parce que la mairie de Paris est très frileuse, c'est super compliqué, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est toujours un combat qu'on soit dehors tous les mois. Ouais. Et oui, ça, c'est compliqué. D'ailleurs, on le voit avec les food trucks qui ont, ça c'est encore un grand sujet, mais qui ont parfois du mal à trouver des emplacements, qui à Paris doivent aller sur des parkings privés ou sur des parkings d'entreprise pour pouvoir travailler. Et c'est pas si simple, quoi. Et toi, du coup, Virginie, ton prochain food market, tu le disais tout à l'heure, ce sera dédié à la cuisine régionale. Oui. C'est la première fois que tu mets cette cuisine-là en avant ? Oui, souvent souvent il n'y a pas de thématique, et puis parfois on prend la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur, et là le 11 octobre prochain, on fait le food market spécial région, pour revenir justement sur le fait que la street food et la cuisine de rue en France, c'est souvent étrangère. On a fait des food markets sur la Chine, et là on voulait montrer qu'il y avait aussi une richesse culinaire en France qui était incroyable. Donc on va essayer de représenter un maximum de régions. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait écrit sur le site. Donc, c'est cage foulée gersois, flamichon maroilles, pissaladière, carbonate, pâté croûte, aligot, jambon à l'os, pour ne citer que quelques-uns. Voilà, ça fait un peu la grande bouffe. Ouais, c'est très riche, quoi. C'est ça. On a la galette saucisse bretonne. On va retrouver des gros classiques français, et qui sont complètement cuisine de rue. La galette saucisse, c'est quand même... Et ça, t'as pas eu du mal, du coup, à les trouver, c'est-à-dire à en trouver assez pour constituer un vrai food market thématique ? C'est assez compliqué. C'est assez... faut les convaincre. Quand on va chercher des producteurs, c'est pas des gens qui font de l'événementiel, ou c'est pas des gens qui bougent de là où ils sont. Après, oui, ce sera que des gens qui vivent en région et qui viennent sur... Alors, c'est un mélange. Ouais. Nous, on essaye toujours de mélanger un peu entre gens un peu de Paris, gens de l'extérieur. Il y aura des gens, évidemment... on a rencontré des gens super. On a rencontré des jeunes dans le Gers qui font du confit de canard et qui vont faire du cassoulet. Et ils élèvent eux-mêmes leur canard. Ils font eux-mêmes leur foie gras. Donc, on a une grande discussion autour du foie gras. Je passe le débat. Ils produisent eux-mêmes leur maïs pour nourrir leurs bêtes. Donc, on rencontre quand même des mecs comme ça qui se battent et qui ouvrent une petite succursale à Paris pour pouvoir vendre directement leurs produits. Donc on a des gens comme ça entre deux. Puis on a aussi des gens qui ont des restos à Paris et qui sont spécialistes du sarrasin et des galettes au sarrasin. Eux, ils ont envie de se prêter au jeu de faire la galette saucisse, qu'ils font déjà d'ailleurs dans leur resto.
Et le cassoulet, on peut dire que c'est de la street food, du coup ? Alors, c'est vrai qu'après, on a justement cette problématique de plats qui, du coup, juste mis en barquette à emporter, le rendent un peu street food. Mais aujourd'hui, ça fait partie aussi de notre paysage, c'est-à-dire qu'on mange pas que des choses en finger food, qui se mangent à la main. On a aussi ce fameux cassoulet qui peut être à emporter. Mais ils vont surtout faire un effiloché de canard avec des pommes de terre revenues pour avoir ce côté beaucoup plus facile à manger qu'un gros cassoulet. C'est délicieux, le gros cassoulet. C'est trop bon, le gros cassoulet. Ils voulaient l'enlever d'ailleurs et on leur a dit non, gardez-le, c'est important. Gardez le cassoulet. Ouais. Et en parlant de cette street food, donc, qui peut prendre différentes formes, moi, il y a plusieurs choses qui me questionnent en ce moment à Paris et dans d'autres grandes villes. J'ai l'impression que c'est plutôt une tendance qui vient des grandes villes en France. C'est ce qu'on appelle la street food revisitée ou street food gourmet. Donc, c'est souvent des restaurants qui s'emparent d'une street food soit étrangère, soit régionale, et qui la revisitent en mettant en avant des très bons produits, un peu comme s'ils devaient leur redonner des lettres de noblesse. Je prends un exemple, par exemple, d'un mail que j'ai reçu récemment. Alors, c'était pour un hot dog. Alors, c'était revisiter le classique hot dog avec les produits phares de nos régions. C'est le Paris qui a décidé de relever le café. La nouvelle adresse street food nichée au pied du printemps, réalisée à partir de produits extrêmement bien sourcés et sélectionnés par un MOF talentueux. Alors, les MOF, pour les auditeurs, c'est meilleurs ouvriers de France, c'est gage de qualité, généralement, quand on parle gastronomie. Les hot dogs du café, sont le reflet du paysage gastronomique de nos régions, etc. Et donc, ces hot dogs ont des noms français. Et ils sont tous entre 7,50 € et 12 € pour le hot dog à la saucisse de homard. Est-ce que c'est vraiment la place de la street food ? Enfin, moi, je me posais la question, parce qu'en même temps, souvent, c'est des initiatives qui sont assez faites par des jeunes, donc on pourrait quand même valoriser. Et en même temps, je me dis, est-ce que quand on mange un hot dog à 12 €, est-ce qu'on doit encore appeler ça de la street food ? Est-ce que c'est pas un peu élitiste ? Vous avez 2 heures. Est-ce qu'on est obligé de payer 12 € pour avoir une saucisse de qualité ? Parce que voilà, derrière la street food gourmet, et du coup, peut-être qu'on met en opposition justement au street food classique dans laquelle on aurait peut-être potentiellement des produits de mauvaise qualité ou des choses assez bas de gamme. Et je pensais par opposition, du coup, street food gourmet, des produits de bonne qualité. Mais est-ce qu'il faut vraiment payer 15 € pour être sûr de manger, je sais pas, un hamburger avec une viande d'origine française ou Ouais, c'est vrai que ce qui est bizarre avec tout ça, c'est qu'on remet la cuisine de rue, on la revalorise, elle revient au goût du jour, et donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit complètement populaire et que ça reste un truc pas cher. Et en fait, bizarrement, elle s'est embourgeoisée d'un coup, et elle est de plus en plus chère. Nous, on voit sur le food market, qui est l'exemple que j'ai sous la main avec régulièrement des gens, ils sont tous en train de tirer leur prix vers le haut. Alors parce que l'économie est difficile aussi, parce que il faut qu'ils réussissent à sourcer de bons produits, continuer à être compétitifs, gagner leur vie et tout, c'est pas facile. Je jette pas la pierre, mais on est tout le temps en train de tirer, donc on a mis un plafond à 10 € maximum, mais on sent que certaines portions deviennent plus petites et qu'au tout début du food market en 2015, beaucoup étaient à 8 €. Aujourd'hui, tout le monde plafonne à 10. Oui, parce que toi, Virginie, au food market, donc chaque restaurateur a son stand et tu leur proposes, ils choisissent eux-mêmes leur prix allant de 2 à 10. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais maximum, c'est 10 € et l'idée, c'est d'avoir une bonne portion, une bonne barquette pour 10 € max. Parce que si on est dans la rue et qu'on peut pas offrir à tout le monde un repas, pour moi, ça marche pas, quoi. Puis si après, tu retrouves les prix d'un restaurant où tu es assis confortablement, enfin, du coup, c'est là. Ouais. Et du coup, voilà, on assiste à cet embourgeoisement et on assiste à une volonté, peut-être un manque de frontières entre la haute gastronomie et la street food, et on décloisonne tout, et du coup, on a envie d'avoir, par exemple, le lobster roll, qui a eu un essor incroyable. Donc le sandwich au homard. Oui, tout à fait. Sandwich au homard. Et nous, on en a intégré un parce que aussi, ça fait partie, c'est important de montrer, de présenter les nouveautés. C'était une file d'attente sans fin pour pouvoir le goûter, et forcément, on monte dans les tours en termes de prix. Parce que un homard bien sourcé, c'est pas peu cher. Donc ça veut dire que s'il y a aussi une queue comme ça pas possible pour le goûter, c'est que les gens sont aussi prêts à payer ce prix-là pour goûter un plat de street food. Certaines personnes, pas tout le monde. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cibles qui cohabitent. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur le food market.
Oui, c'est là où le côté fédérateur est important. Exactement. Voilà. Parce que moi, je me posais par exemple la question, il y a aussi toute cette chose-là de, par exemple, pouvoir manger un banh mi, donc c'est ces sandwichs vietnamiens dans une baguette avec carottes râpées. Il peut avoir différentes viandes, du bœuf ou du porc ou du poulet. Et donc, moi, je vais aller les manger dans le 13e, ça va être 2 €. Et puis ensuite, je vais aller dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, c'est très parisien, mais disons que je vais aller dans un quartier assez populaire où il y a une forte communauté vietnamienne, puis dans un quartier qui est un peu gentrifié. Et ça va être 10 €. Et je me dis, qu'est-ce que je paye ? Est-ce que je paye le prix des bons ingrédients ou est-ce que je paye aussi un certain marketing ou peut-être une certaine façon de faire passer cette street food, de la polisser un peu pour les gens qui auraient peur d'aller dans des contrées où ils n'iraient pas habituellement. Ils se disent, là ça va, il y a le bon marketing, c'est fait pour moi, donc je rentre dans cette boutique. Il y a aussi cette... Ouais, je pense que c'est un mélange de tout ça. Après, il y a des sourcings aussi produits qui font la différence quand même sur certains boui-boui où on ne sait pas trop d'où ça vient et voilà. Et d'autres personnes qui font le choix aussi d'aller chercher des produits un peu plus quali. Je pense qu'il y a un entre-deux. Mais le marketing, il se paye, ça c'est sûr, je pense. Et toi, du coup, Virginie, quand tu choisis les restaurants qui vont être dans ton food market, est-ce que justement tu fais attention parce que j'imagine que maintenant ton food market est assez connu, donc tu dois être assez sollicité aussi par des restaurants qui ont les moyens de t'atteindre. Est-ce que tu fais aussi attention à faire cette recherche, d'aller chercher toi peut-être le petit traiteur qui est pas nécessairement joli, donc tu n'aurais pas pensé à rentrer dedans, ou tu vois, est-ce qu'il y a cette recherche de sourcing qui est importante ? On lâche pas. Après, c'est vrai que on a vu une évolution, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vampiriser personne. Donc on a vu beaucoup par exemple de gens d'école de commerce. Nous on a de plus en plus de gens d'école de commerce qui viennent avec un monoproduit et un concept. Donc au début tu te dis quelle est leur légitimité, et puis parfois c'est bon, c'est bien fait et c'est juste. Et alors pourquoi les punir eux ou se dire qu'ils n'auraient pas leur place ou leur droit de paraître, et voilà. Et en même temps, nous on va chercher, on a des agriculteurs, on a travaillé longtemps avec Charlotte qui est agricultrice et éleveuse d'agneaux et qui fait un agneau à la plancha qui est hyper bon, qui vient du Berry. Donc on a aussi des gens comme ça qui toute l'année sont dans une réalité qui est complètement autre du marketing et de tout le reste, et qui font un truc qui est super bon. Donc nous on goûte tout et on rencontre les gens qui se cachent derrière. Et l'idée c'est de réussir à rester juste sur la finalité du produit. Et toi, Jill, t'es prête à mettre beaucoup d'argent pour payer certains plats de street food, ou c'est quelque chose que t'as pas spécialement l'habitude de faire ? J'avoue qu'au-delà de 12 € sur un plat de street food, ça commence à être un peu cher. Dans ces cas-là, je préfère aller au restaurant et m'asseoir. Ouais, pas manger dans la rue, quoi. Ouais. Et du coup, toi, Jill, aujourd'hui, tu vas nous parler de patates, de pommes de terre. Et quand tu m'as dit que tu allais nous parler de pommes de terre, je me suis dit que j'allais tester cet nouvel endroit à Paris qui s'appelle Pont-Neuf. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un endroit où ils font des frites, des très bonnes frites. Voilà, les frites gourmets, quoi. Alors, je vais vous lire un peu leur projet. Pont-Neuf, c'est avant tout le plaisir de déguster à Paris une authentique frite fraîche, maison, réalisée à partir de pommes de terre sélectionnées auprès d'un producteur responsable, préparée quotidiennement et cuite dans les règles de l'art dans une graisse de bœuf de qualité. Alors, pour les accompagner, il y a des sauces qui sont faites maison. Le jambon qu'ils proposent avec, c'est un jambon de Paris ou un pastrami qui vient d'un boucher célèbre, comme ils disent, Olivier Metzger. Alors moi, j'y suis allée un midi, j'y ai déjeuné et j'ai pris une grande barquette de frites avec du pastrami et une mayo à l'ongle de sèche. Et ça coûtait 9,90 €. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Voilà, la grande frite là-bas, elle coûte 6,50 €. Et quand j'y étais, j'en ai profité pour faire un petit sondage sur mon Instagram pour demander aux gens ce qu'ils pensaient de ce prix-là, 6,50 € pour une grande barquette de frites. Et les 80% m'ont dit c'est beaucoup trop cher, etc. Et certains ont rajouté, sachant qu'on trouve des pommes de terre locales bio à 1,20 € le kilo. Voilà. Alors, Jill, toi, tu vas nous dire, est-ce que ce prix-là de frites, ça te semble trop cher ? Autant la barquette de frites à 6,50 €, je trouve ça un peu cher, et je pense que voilà, vu l'emplacement, on doit payer le marketing et l'emplacement. Et à titre comparatif, dès qu'on va en province, je sais pas, en Bretagne, ou nous quand on est sur le marché de Granville, on paye 3,50 € pour une galette saucisse accompagnée d'une grande barquette de frites. Donc, il y a quand même un gros gap. Mais en revanche, je pense qu'il faut vraiment en finir avec l'idée que les pommes de terre, ça coûte rien du tout, parce que c'est pas vrai. Que même les maraîchers en conventionnel, ça leur demande du travail, même s'ils sont derrière leur machine, etc.
et que c'est pas normal que les maraîchers vendent leurs pommes de terre à 20 centimes du kilo à des grosses centrales d'achat. Et d'ailleurs, plus il y a de maraîchers qui vendent des pommes de terre peu chères, plus du coup, nous, en tant que maraîchers bio, on a du mal du coup à les vendre plus cher. Et voilà, normalement, un kilo de pommes de terre bio ou produites par de petits maraîchers, ça devrait pas se vendre en dessous de 2 euros du kilo, parce que voilà, c'est beaucoup de travail, et surtout quand on travaille manuellement et qu'on n'a pas de gros engins comme les industriels de la pomme de terre, quoi. Et comment on les cultive justement, ces pommes de terre ? C'est la petite leçon du jour. Alors, à la ferme, donc après la récolte, donc là par exemple, à titre indicatif, on a commencé la récolte début septembre, pour tout ce qui est pommes de terre qui est de garde, on va dire, celles qu'on va vendre durant tout l'hiver. Donc on a récolté les pommes de terre, on les trie manuellement, on les répartit en 3 calibres différents. Donc la grenaille d'un côté, donc la grenaille c'est les toutes petites pommes de terre délicieuses dont on n'enlève pas la peau et qu'on mange rissolée. Après les très grosses de l'autre. Et après la dernière catégorie, donc une catégorie qui est intermédiaire et qui vont nous servir à faire les plants. Parce que donc en fait les pommes de terre c'est très cyclique, donc en fait on récupère chaque année des pommes de terre. On met les plants de côté, on va les étaler sur des grosses caisses. Et en fait, pendant tout l'hiver, donc grâce à la lumière, elles vont commencer à germer. Et à peu près, au niveau entre mars et juin, on va de nouveau les planter dans la terre. Et il y a un dicton qui dit que voilà, il faut planter les pommes de terre quand le lilas est en fleurs. C'est beau, c'est poétique. Et la plantation, ça se passe comment ? Alors, je parle, comme la dernière fois quand on a parlé des tomates, là je parle bien de maraîchage bio, ou en tout cas de maraîchage petite structure. Je parle pas des gens qui font des pommes de terre pour McCain ou voilà. Exactement, ou ceux qui font la variété unique de frites pour McDonald's. Mais là du coup, quand on est des petites structures, donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait on s'assied derrière une vieille machine qui est attelée au tracteur. Donc en fait, lorsque la machine avance, elle trace un petit sillon dans le champ. Et nous, on est derrière sur notre petite machine. Et il y a un système de cuillères qui forme comme une grande roue, en fait, comme si vous aviez la grande roue de la place de la Concorde, c'est des petites cuillères. Et vous posez votre pomme de terre sur chacune des cuillères. Et au fur et à mesure que le tracteur avance, hop, chaque pomme de terre rentre dans le sillon et est enterrée. Et donc après, à partir du moment où on a planté le plant de pommes de terre et la récolte, on va attendre entre 3 et 6 mois pour les récolter. Ça dépend à la fois de la variété et des pommes de terre voulues. Les premières pommes de terre qu'on récolte, ça s'appelle les pommes de terre primeurs. C'est celles qui ont une peau très très fine, justement, qu'on va juste venir gratter et qu'on va cuire telles quelles. Et après, pour les autres, donc les pommes de terre que vous allez manger durant tout l'hiver, on attend le mois de septembre, octobre, pour les récolter, parce qu'il faut attendre que du coup, la peau de la pomme de terre soit bien épaisse, justement, pour pas qu'elle s'abîme pendant les mois d'hiver. Et pour les frites, du coup, on utilise quelle variété ? Alors, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que la pomme de terre binge ou la grilla. Comme sur tous les autres légumes, là, en l'occurrence, sur la pomme de terre. Alors, on cultive aujourd'hui, il y a plus de 5000 variétés de pommes de terre qui sont cultivées. Et après, on connaît au moins 10 000 variétés différentes de pommes de terre. Donc, ça serait quand même dommage de s'arrêter juste à la 10 000, ça fait beaucoup. À la binge et la grilla. Et en fait, dans l'idéal, pour les frites, c'est plutôt un type plutôt qu'une variété. Voilà, il faut plus se diriger vers des pommes de terre qui ont une bonne coloration à la cuisson, qui vont avoir un bon taux de matière sèche qui va leur permettre de ne pas absorber trop d'huile de friture. Et nous, par exemple, à la ferme, on conseille souvent la bleue la Manche, qui esthétiquement ressemble à la pomme de terre Vitelotte et qui est une variété typiquement normande, là où on est installé. Sinon, il y a aussi de la désirée qui a une peau rose pâle, ou encore la rubis qui a une peau rouge comme la pierre précieuse. Et voilà. La pomme de terre chic. Après le lilas, c'était la chronique poétique. Et voilà. Après, le mieux, du coup, ça reste quand même de toujours demander conseil à votre maraîcher. D'où l'intérêt d'aller acheter ces pommes de terre à un maraîcher et de ne pas aller en grande surface, parce que voilà, vous aurez le conseil. Et comme c'est lui qui cultive les pommes de terre, ce sera lui qui sera le plus à même de vous conseiller sur telle ou telle variété. Et pour un bon prix, pour acheter des pommes de terre, au-delà de quel prix c'est plus du tout raisonnable et... Là, juste à titre indicatif, donc nous, là, du coup, on vient de sortir de terre les grosses pommes de terre. On les vend en ce moment, elles sont donc certifiées bio et on est en permaculture. Et elles sont vendues en ce moment, du coup, 2,90 et la grenaille est vendue 5 € en ce moment. D'accord. Voilà. En revanche, on fuit les grenailles à 12 € le kilo. Non, c'est pas possible. Enfin,
ça reste, c'est du boulot, mais ça reste de la pomme de terre. Donc faut pas acheter des grenailles. Ça reste le légume populaire quand même par excellence. Oui, faut mettre le prix juste, mais faut pas déconner. C'est comme sur la street food, voilà. On n'achète pas un burger à 20 € et on n'achète pas des pommes de terre grenailles à 12 du kilo. Merci Gilles. Est-ce qu'on peut quand même finir cette émission, parce que j'ai peut-être été un peu négative en disant la street food était trop chère, etc., en disant qu'il existe quand même pas mal d'événements et d'initiatives assez excitantes en street food. Moi, je pense au Refugee Food Festival, alors qu'il y a un festival qui est autour, qui se passe une fois par an en France, où des chefs réfugiés vont cuisiner dans des restaurants, mais qui maintenant a aussi son emplacement à Grande Contrôle, qui est un endroit où on peut aller déjeuner et dîner, et qui va dans différents festivals de street food. Donc c'est, je crois en ce moment, un chef syrien qui cuisine. Donc il y a des événements aussi comme ça, jolis et bien avec la street food et engagés. Est-ce que, je sais pas, il y en a qui vous viennent, vous, à l'esprit? Virginie, il y a le tien, évidemment. Non, pas d'auto-promo. C'est un peu dur de s'autociter. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que le Refugee Food Festival, c'est une très belle initiative. Il y a plein de bonnes choses, comme dans tout courant. Et c'est vrai qu'on l'a pas mis en avant, mais il y a plein de belles choses qui en ressortent. Le fait aussi de pouvoir développer son activité sur ce côté traiteur, on peut appeler ça comme ça, c'est pas un vilain mot, traiteur et événementiel, et de pouvoir venir faire de la cuisine de rue, c'est hyper bien pour plein d'agriculteurs qui peuvent aujourd'hui proposer des plats tout faits. C'est hyper bien aussi, on voit beaucoup de femmes issues de l'immigration en général, qui viennent et nous proposent leurs plats vraiment faits maison, comme si on poussait la porte d'une famille. Là, en général, je pense à Ma, qui est malienne et qui du coup prépare les plats typiques africains, et elle est venue nous voir, elle s'est formée, elle a passé son petit diplôme d'hygiène, et aujourd'hui elle a un stand alors sur le food market ou ailleurs, peu importe, mais en tout cas ça permet à des gens aussi de se professionnaliser et d'ouvrir un petit peu le prisme sur la gastronomie sans avoir un restaurant et sans que ce soit cher en investissement et lourd. C'est plus accessible et ça crée aussi de l'emploi. Exactement. Et toi, Gilles, tu as un événement street food ou un endroit particulier dont tu aimerais parler? C'est peut-être pas proprement parler de la street food, mais le fait qu'on puisse enfin manger de bonnes pizzas à Paris à emporter, voilà, c'est déjà pas mal. Ça, c'est une bonne chose. Alors, pour terminer l'émission, je vous demande à chaque fois aussi un petit conseil. Alors, moi, je commence par moi. Je suis très mal polie. Je vais vous recommander une série de Netflix qui s'appelle The Ewe Biker Asian Adventures. Je sais pas si je le prononce bien. Bon, en gros, c'est 2 vieux motards anglais qui traversent l'Asie pour découvrir la street food. J'étais un peu sceptique au départ. En fait, c'est plutôt drôle de voir ces 2 gros motards avec un accent très, très british. Et c'est pas mal parce qu'ils vont vraiment chez les gens. Ils parlent vraiment du pays dans lequel ils sont, et ils donnent aussi des recettes. Et c'est assez persuasif parce que moi, j'ai quand même mangé un curry vert hier soir. J'avais vu l'émission la veille, donc je pense que ça donne quand même aussi faim et ça donne envie de découvrir des nouveaux produits. Toi, Virginie, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Alors, ça n'a pas été facile de choisir, mais je me suis dit par rapport au thème que c'était bien aussi de valoriser des gens qui sont là depuis hyper longtemps. Donc, tous ceux qui ont passé les modes, qui étaient là avant que tout ça change. Et je pense à La Licheur, où j'ai été la semaine dernière, qui est une petite adresse à Paris dans le 11e, et rue Saint-Maur, et j'ai pas le numéro, et là je m'en mords les doigts. On le mettra sur le site. Avec la rue Oberkampf. Voilà, exactement. Et en fait, ils sont là depuis 15 ans. Donc, c'est 2 frères cambodgiens qui font une cuisine inspirée du Cambodge, mais d'ici et d'ailleurs, et diététique dans le sens où ils rajoutent pas de friture. Ils font un bouillon à base de citronnelle et de tamarin, où on peut choisir une base de légumes et après du riz, des nouilles de blé, de riz. Enfin voilà, sa garniture, du poulet, enfin c'est ni végétarien ni vegan. En fait, ça ne se revendique rien. Et pourtant, c'est là depuis 15 ans et c'est très bon, très honnête. Et on finit à 8,90 la soupe. Et je trouve que dans Paris, voilà, c'est quand même, on se fait un menu à 10 € sans problème. Et tu veux me redonner le nom? La Licheur. Et toi, Gilles? Je voulais conseiller une table aussi, du coup, qui est coïncidence, mais aussi rue Saint-Maur. On est très, très Paris. Très 11e arrondissement. La prochaine fois, on essaiera de parler un peu d'autres restos à Marseille. Voilà. Mais vu que la dernière fois, on n'a pas parlé de restaurant, du coup, je me suis dit qu'on pouvait se rattraper. Qui s'appelle Double Dragon et qui est le nouveau restaurant des Sœurs Léva, qui ont le restaurant Le Servant, qui est aussi à l'angle de la rue Saint-Maur et de la rue Servant, et qui se propose, c'est pas de la street food, mais qui se propose de
pas de réinventer la cuisine asiatique, mais voilà, de proposer la cuisine asiatique avec des bons produits. Et je pense que c'est ce qui manquait à Paris. On avait beaucoup de restos asiatiques, chinois à Belleville, qui est juste à côté, et rarement avec des produits bien sourcés et de qualité. Et là, voilà, elles font une cuisine qui est authentique. Bon, c'est encore très très fréquenté par les hipsters en tout genre, mais bon, voilà, qui est très. Mais on mange bien, c'est l'essentiel. On mange bien. Eh ben, merci beaucoup. Virginie, tu peux me redonner la date du prochain street food market où on mangera de la ligo et des tartes au maroilles. C'est le jeudi 11 octobre de 18h à 22h30 et c'est toujours entre les métros Ménilmontant et Couronne. Et il y a une page Facebook où il y a toutes les infos que je vous mettrai. Foodmarket.fr, le .fr, hein, pour contrer le food market en anglais. Pas mal. Oui, ça c'est une question que je t'ai pas posée. Pourquoi ça avait un nom anglais, mais... Honnêtement, c'est un nom choix. C'est terrible. C'était juste le brainstorming, on n'a pas changé. Mais il n'y avait pas vraiment de réflexion là-dessus. Il y avait une réflexion sur le fond, mais pas du tout sur le nom. Dommage. C'est pas grave, ça reste dans la tête quand même, c'est bien. Je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. N'hésitez pas à m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazie_miam_miam. N'hésitez pas à partager vos avis sur tous les réseaux pour nous dire si vous êtes plutôt team jambon beurre ou falafel. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou commentaires sur iTunes. Merci encore beaucoup pour tous vos retours sur le premier épisode. Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.